156 millions de dollars, c'est l'enveloppe nécessaire pour le suivi des réfugiés au Soudan, une estimation de l'ONU et d'autres partenaires. La campagne électorale bat son plein au Niger en vue des élections du 27 décembre prochain. Le candidat du parti au pouvoir est à la conquête des électeurs. Joe Biden se fait vacciner contre la Covid-19. Le président élu des USA a pris le monde entier pour témoin. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Un nouveau Seva-Wesul pour aller au chevet des réfugiés éthiopiens au Soudan. L'Organisation des Nations Unies et une trentaine de partenaires ont réclamé ce mardi 156 millions de dollars pour aider à subvenir aux besoins des dizaines de milliers de ces réfugiés qui ont fui les combats dans la région du Tigré. Une enveloppe pour répondre aux besoins des réfugiés, un accès à l'ensemble de la province et la protection du gouvernement éthiopien pour les civils, ce sont là quelques doléances de l'ONU et d'autres partenaires. Les fonds réclamés, 128 millions d'euros, par le Haut Commissariat aux réfugiés HCR, doivent lui permettre ainsi qu'à ses partenaires de fournir leur aide pendant la première moitié de 2021, a précisé un porte-parole au cours d'une conférence de presse à Genève. Cet appel à une aide financière doit aussi permettre de renforcer les préparatifs pour recevoir d'autres réfugiés dans d'autres pays de la région au cas où il y aurait d'autres mouvements de réfugiés, a précisé le porte-parole du HCR. Quelques 52 000 personnes ont fui le Tigré pour l'est du Soudan ces 6 dernières semaines, selon le dernier décompte disponible de l'organisation. Ces chiffres ne tiennent pas compte des personnes déplacées au sein de la province elle-même, en particulier les 96 000 réfugiés érythréens qui sont installés dans plusieurs camps au Tigré. Pour l'heure, seulement 30%, soit 46 millions de dollars, des fonds nécessaires aux opérations d'aide aux réfugiés ont été reçus par le HCR et ses partenaires. Le communiqué du Haut Commissariat aux droits de l'homme cite plusieurs exemples de violations des droits humains et du droit humanitaire. Ces informations et témoignages ont toutefois été recueillis à distance et non pas directement sur le terrain. Ces informations montrent la nécessité que des observateurs des droits de l'homme indépendants puissent avoir accès au Tigré pour pouvoir évaluer correctement les souffrances humanitaires qui résultent du conflit, de vérifier les accusations et aider à trouver des responsables de ces violations, a souligné le haut-commissaire. La Russie a envoyé plusieurs centaines de soldats en Centrafrique, a annoncé donc Bangui 3 jours après une offensive de 3 groupes armés qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement à moins d'une semaine des élections présidentielles et législatives. Le Kremlin a exprimé lundi sa sérieuse inquiétude face à la crise en Centrafrique, 3 jours après une offensive de 3 groupes armés dans ce pays, qualifiée de tentative de coup d'État par le gouvernement centrafricain. Lundi, le gouvernement centrafricain a affirmé que la Russie avait envoyé plusieurs centaines de soldats en Centrafrique et des équipements lourds dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale. Son porte-parole, Ange-Maxime Kazagui, n'a cependant pas précisé leur nombre exact ni la date de leur arrivée. Les Rwandais ont également envoyé plusieurs centaines d'hommes qui sont déjà sur le terrain et ont déjà commencé à combattre, a ajouté le porte-parole. En Centrafrique, des gardes privés employés par des sociétés russes de sécurité assurent la protection rapprochée du président Faustin-Archange Touadéra et des instructeurs forment les forces armées centrafricaines. Vendredi soir, 3 des plus puissants groupes armés qui occupent plus des 2 tiers du pays avaient commencé à progresser sur des axes routiers vitaux pour l'approvisionnement de la capitale Bangui. Ils avaient en outre annoncé leur fusion. Dans la foulée, le gouvernement a accusé samedi l'ex-chef de l'État François Bozizé de tentative de coup d'État avec une intention manifeste de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui au moment où les élections présidentielles avec pour favori le président sortant Faustin-Archange Touadéra et législatives sont prévues le 27 décembre.
Le porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, Vladimir Montero, a déclaré dimanche que les rebelles ont été bloqués ou repoussés dans plusieurs localités. Au Niger, le candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain, Mohamed Bazoum, est accueilli par une foule de partisans. C'était lors d'un meeting à Zender, la seconde ville du pays. Précision à travers cet élément. Dauphin désigné du président Mahamadou Issoufou, qui ne se représente pas après 2 mandats, Mohamed Bazoum est considéré comme le favori du scrutin présidentiel. En plein meeting à Zender, la seconde ville du Niger, il a affirmé que tout le monde sait la direction que prend le pouvoir et que personne ne peut aller contre la volonté d'Allah. Si nous voulons développer notre pays, il faut faire la promotion de l'éducation. En tant qu'enseignant, si je deviens président du Niger, j'accorderai la priorité à l'éducation. Les élections qui seront organisées dimanche prochain sont déjà pliées. Tout le monde sait la direction que prend le pouvoir et personne ne peut aller contre la volonté d'Allah. Candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain, Mohamed Bazoum a jugé que le rapport de force est défavorable dans son pays pour le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Mohamed Bazoum a par ailleurs qualifié de fausse la revendication par Boko Haram de l'enlèvement de plusieurs centaines d'élèves dans le nord-ouest du Nigeria, dont plus de 300 ont été libérés, perpétrés en réalité par des bandits. Selon lui, ancien ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum a également défendu l'idée d'un doublement des effectifs de l'armée d'ici 2025 pour atteindre 50 000 hommes, avancé par le ministre de la Défense, Issoufou Katambe, fin novembre. Le président élu des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a reçu en direct devant les caméras de télévision la première dose d'un vaccin contre la COVID-19. L'injection du vaccin Pfizer, le premier des 2 remèdes déjà autorisés aux États-Unis, s'est déroulée dans un hôpital de Newark, dans son État du Delaware. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, 78 ans, et la future première dame américaine, Jill Biden, ont reçu ce lundi la première dose du vaccin selon l'équipe de transition. Biden dit vouloir donner l'exemple et rassurer les Américains. Je fais ça pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire vacciner lorsque ce sera possible de le faire, a-t-il affirmé. Joe Biden a aussi prévenu que les premières vaccinations n'étaient qu'un début. Cela va prendre du temps et entre-temps, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais j'espère que les gens vont écouter les experts, a-t-il ajouté. Il a remercié les scientifiques et les gens qui ont rendu cela possible, ainsi que les travailleurs en première ligne. De vrais héros, a-t-il lancé, tout en rendant aussi hommage à l'administration sortante de Donald Trump pour sa contribution dans la mise au point des vaccins qui ont commencé à être administrés la semaine dernière à travers le pays. Joe Biden a appelé une fois de plus à porter un masque et à pratiquer la distanciation physique pendant la période des fêtes de fin d'année. Le démocrate qui a affiché durant sa campagne et depuis son élection en novembre un strict respect des règles sanitaires a promis de faire de la lutte contre la pandémie sa première priorité avec une campagne sans précédent de vaccination mais aussi la défense vigoureuse du port du masque. Le vice-président sortant, Mike Pence, a été vacciné vendredi, également en public, ainsi que plusieurs hauts dirigeants du Congrès américain. En revanche, Donald Trump, en fonction jusqu'au 20 janvier, n'a pas encore annoncé de date pour sa vaccination. Le milliardaire républicain est critiqué pour avoir minimisé la pandémie et pour être resté largement silencieux ces dernières semaines au sujet du bilan du coronavirus aux États-Unis qui ne cesse de battre de tristes records. Le pays est le plus endeuillé au monde par le Covid-19 avec plus de 318 000 décès. Toujours aux États-Unis d'Amérique, les parlementaires ont approuvé lundi un plan de soutien aux ménages et entreprises affectés par la pandémie de la COVID-19 d'un montant de quelques 900 milliards de dollars, jugé incontournable pour remettre sur les rails la première économie du monde.
Le nouveau plan de soutien à l'économie de 900 milliards de dollars, après son approbation par la Chambre des représentants puis par le Sénat, peut maintenant être soumis au président Donald Trump pour signature. Après des mois de blocage, démocrates et républicains avaient annoncé dimanche être parvenus à un accord de principe sur le paquet de mesures, comprenant notamment des chèques aux familles les plus fragilisées, des aides aux petites entreprises et aux écoles, des allocations chômage supplémentaires de 300 $ par semaine, ou encore une enveloppe pour la distribution équitable de vaccins contre le Covid-19. L'aide est incomplète et l'administration Biden devra combler les trous. En janvier, a estimé lundi, avant le vote, le chef de la minorité démocrate du Sénat. Avant même le vote des mesures d'aide d'urgence à l'économie, le secrétaire américain au Trésor a assuré que les chèques de 600 $ par adulte et par enfant pour aider les familles en difficulté seraient envoyés dès le début de la semaine prochaine. La première économie du monde est tombée dans une profonde récession au printemps, la pire depuis celle des années 30 en raison de l'arrêt de l'activité pour endiguer le nouveau coronavirus qui a provoqué un chômage massif. La pandémie est repartie de plus belle à l'automne, mettant un coup d'arrêt aux créations d'emplois et à l'activité de l'été. Le premier plan, de montant de 2200 milliards de dollars, avait été voté en urgence fin mars lors de la première vague de la pandémie. Il comprenait des allocations chômage exceptionnelles de 600 $ par semaine et l'envoi de chèques de 1200 $ par adulte. Depuis l'été, démocrates et républicains étaient dans l'impasse, s'opposant sur le montant global du nouveau plan d'urgence. Les premiers exigeaient un plan équivalent à celui du printemps, quand les seconds voulaient le limiter à 1000 milliards de dollars maximum. Ce journal s'achève sur ces notes, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention et restez fidèles à Sika TV. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent.